Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans cette deuxième édition de Plus de rétro de cette saison. Nous sommes le samedi 17 janvier 2026 à l'heure où on enregistre ce podcast. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter une très très belle année 2026 et de vous transmettre tous mes vœux de bonheur, de réussite dans tous les domaines et de santé physique et mentale, bien évidemment. Merci à tous pour vos retours sur le premier épisode de cette saison qui était un pilote. J'ai noté vos remarques et on va essayer encore une fois de vous replonger dans le monde de la télé et de la radio. Cet univers impitoyable. Générique. Avec moi, il y a plusieurs chroniqueurs qui sont venus parler de télé et de médias avec moi, à commencer par Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir Manu, bonsoir à tous et puis bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce que ça va? Déjà, première question. À moi ça va très bien, j'ai hâte d'échanger, de débattre avec vous. Moi aussi, j'ai hâte de débattre avec toi, surtout que le sujet, je pense qu'on en a parlé avant l'émission et je sais qu'il te parle et que tu as hâte d'apporter ton expertise et ton analyse dessus. Avec moi aussi, il n'était pas là sur le premier numéro, je le regrette infiniment, mais il est, l'un l'une des personnes avec qui j'adore échanger aussi, de médias parce il a une analyse assez fine et assez complète au niveau des médias, que ce soit français, mais aussi à l'international. Guillaume, bonsoir. Bonsoir, Manu, bonsoir à toutes et à tous, permettez-moi aussi, de souhaiter à tous et à tous une très, très bonne année, 2026, plein de bonnes choses également enfin je puisse, être là pour plus de télé rétro merci beaucoup cette belle introduction c'est vraiment un très grand plaisir sur un sujet ô combien, intéressant et d'actualité. Et oui, et je pense que là, on peut vraiment parler d'actualité pour ce sujet de plusieurs rétros et puis le troisième intervenant, le troisième invité, il est, je pense, l'une des personnes avec qui j'ai le plus échangé, sur, cette émission depuis, le début, et depuis la fin du pilote. Il m'a dit quelque chose qui m'a énormément touché, c'est pour ça aussi qu'il est là ce soir. Zema, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir Valentin et bonsoir Guillaume et bonsoir à tous les auditeurs. Et surtout, n'oubliez pas une très bonne année, une très bonne santé à tous, surtout la santé mentale. Il ne faut pas oublier que c'est un peu Voilà, compliqué en c'est ce ça. moment, mais gardez espoir. Voilà, on garde espoir et on essaye que, cette soirée, en tout cas ce petit moment, soit une parenthèse, bienveillante et sur lesquelles on va pouvoir échanger, on va pouvoir être, ensemble à partager un très, très bon moment. Au sommaire de cette édition, il va y avoir les 4 infomédias à ne pas louper de ce début d'année 2026 et croyez-moi, il y a du lourd. Zema nous contera sa chronique et croyez-moi, là aussi, c'est du lourd. Nous passerons au grand événement avec cette guerre entre 2 groupes privés qui ont tout joué pour une poignée de milliards. Il y aura le débat de cette émission avec les conséquences de cet événement et enfin, on arrivera au quiz de cette émission et je rétablirai une vérité et je ferai mon mea culpa envers un des intervenants. Est-ce que vous êtes prêts pour cette saison 1, épisode 2 de Plusieurs Rétro? Si vous l'êtes, c'est parti et on commence tout de suite avec les 4 infos médias à retenir. Et les 4 infos médias, on va commencer par, un départ. Un départ qui, je pense, est passé comme une lettre à la poste ou presque. Stéphane Tortora quitte M6. C'est un clap de fin qu'on ne voyait pas venir en cette fin d'année 2025. Alors que tout le monde s'apprêtait à passer l'année 2026, Stéphane Tortora, la voix emblématique de l'émission Sport 6, dont il avait la charge depuis près de 4 décennies, a donc été poussé vers la sortie. Ce dernier s'est donc pressé de faire un message en disant que les téléspectateurs pourraient le retrouver ailleurs. On ne connaît pas encore sa nouvelle destination. Seule chose que l'on connaît avec certitude, son bébé continue sur M6 avec une nouvelle voix. La chaîne a annoncé que le format continuerait au minimum
jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. On continue avec un autre départ, mais un peu plus différent cette fois-ci, puisque France Télévisions est confrontée à une instabilité politique et à une mauvaise gestion, selon la Cour des comptes. Le groupe public l'a obligé à faire des restrictions budgétaires sans précédent avec 160 millions d'euros sur l'année 2026. Au-delà de mettre des émissions en best-of pendant quelques jours pour faire des économies par-ci par-là, elle va donc vendre une partie de ses droits sportifs comme le tournoi Destination. Le service public a donc sous-loué la diffusion de 9 matchs sur 15 que comporte le tournoi et le destinataire n'est autre que le groupe TF1, dont 2 matchs seront ceux du 15 de France les 15 février et 7 mars prochains. Les audiences radio, la vague novembre-décembre a été publiée ce mardi 13 janvier 2026 et la radio souffre encore un peu plus. Dans cette flopée de chiffres, 3 choses à retenir. Le média est écouté par 37,8 millions de personnes chaque jour, soit 720 000 de moins que la saison passée. RTL est première radio privée, mais troisième radio de France, avec 4,78 millions d'auditeurs chaque jour. La radio du groupe M6 atteint son plus bas niveau historique, tout comme Énergie, pardon, avec 3,65 millions de curieux quotidiens. Nostalgie, quant à elle, est devenue première radio musicale de France en part d'audience devant Énergie. Et enfin, cette info, je ne pouvais pas la laisser passer puisque Stéphane Silbon Gomez, le numéro 2 de France Télévisions, disait au mois de juillet dernier: «La télévision est en train de crever par inertie, par conservatisme», et il avait surpris tout le monde. Mais avait-il eu la vision quelques mois avant? Lidl, le deuxième annonceur de France, a décidé de retirer ses spots en télévision. L'enseigne a reçu une amende de 43 millions d'euros reçue pour des publicités jugées trompeuses par la cour d'appel. L'enseigne n'aurait pas assuré la disponibilité des produits en promotion pendant 15 semaines, comme l'exige la loi. Nous n'investirons plus dans la télé linéaire tant que les risques dus à la réglementation seront trop importants, comme c'est le cas aujourd'hui, et cela sonne comme un chaos à la télévision. Le ministère de la Culture a annoncé, pour sauver la mise, qu'il souhaitait lancer une étude pour un aménagement éventuel de la réglementation. Voilà pour les 4 infos de la semaine. On va évoquer quelques mots avec les chroniqueurs. Je vais demander à, je vais demander à Zema, tiens, pour commencer, quelle est l'info qui pour toi est la plus importante ou en tout cas qui t'a fait tilter? Bah, ces questions par nostalgie aussi. Gamin, c'est à partir de là que j'ai pu m'intéresser au sport. Le bon vieux Stéphane qui quitte M6, ça c'est je pense que c'est peut-être une info qu'on n'a pas vu venir quand même. Parce qu'on se disait: «Le mec il restera jusqu'au bout, même jusqu'à sa retraite, comme Dominique Chapat», parce que c'est encore le dernier qui reste chez M6. Mmh. Ça me fait mal au cœur quand même. Ça me fait mal au cœur et puis Cette je sais pas, Sport 6 n'aura peut-être plus cette même saveur parce que Stéphane Tortora, c'est une gueule, c'est une voix, C'est même surtout de une voix reconnaissable parmi, mmh, tous les journalistes sportifs. Effectivement, il avait une voix reconnaissable. Une Certains écriture détestent, aussi, d'autres ont adoré. Et une écriture assez particulière, effectivement. ah oui, empreint d'humour, Hem, beaucoup d'humour. oui, 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 ça c'est sûr. mmh, non, mais il avait vraiment une patte assez particulière dans ce Sport 6, donc qui est diffusé le dimanche midi et le dimanche soir, donc sur M6. Depuis le 4 janvier dernier, l'émission a continué avec une nouvelle voix, donc une voix féminine, si ma mémoire est bonne. Valentin, toi, est-ce que tu as réussi justement à est-ce que ça t'a fait quelque chose que Stéphane Tortora quitte M6 ou au contraire, tu en avais, un peu Bah, rien à j'ai faire? pas le j'ai jamais trop regardé. Honnêtement, c'est pas un programme que moi je regardais, donc pas spécialement, mais j'ai écrit un article dessus pour le coup et c'est vrai que, Mmh mh. il était à quasiment plus de 30 ans d'antenne, je pense. C'était Ah, il était comme Gris il était à Maladie. plus de 35 en antenne, hein. Ouais, plus de 35 ans, ouais, et il était à enfin, c'est une voix historique en soi qui a même si c'est qu'un programme court, ben, quelqu'un qui nous accompagne pendant 35 ans, je peux comprendre pour certains, téléspectateurs, ça fait quelque chose. Moi, je voulais juste rebondir sur une autre info, si tu me le permets Manu. Sur les audiences radio, c'est vrai Ouais. que le média radio est en baisse globalement, c'est vrai que ça fait un peu peur.
On pourrait penser que c'est ce qui attend, c'est déjà un peu le cas en télé, mais peut-être que dans les années à venir, comme pour la radio, la télé, ça va énormément baisser aussi. Malgré Mmh. tout, alors énergie, grosse baisse, mais en soi, Nostalgie, leader en part de marché sur les musicales et Chérie FM, l'une des seules radios en progression parce qu'ils ont fait une playlist années 2000. C'est un peu à Nostalgie pour les jeunes, Chérie FM désormais, et la stratégie est payante. Et Nostalgie comme Chérie FM, c'est le groupe Énergie. Donc malgré Mmh. tout, sur le groupe, ils s'en sortent bien, mais c'est vrai que juste la Sur le station groupe, ils Énergie s'en en sortent soi, bien, ils c'est perdent vrai. beaucoup. Ils perdent beaucoup C'est parce vrai, qu'il y a c'est vrai des qu'ils s'en auditeurs comme moi qui sont partis vers Europe 2, notamment grâce à l'arrivée de Koé notamment, qui lui, cartonne et qui a redressé la barre des audiences, matin d'Europe 2. sur le chat, ils sont un peu d'accord avec toi. Le groupe Énergie semble très bien résister avec Nostalgie et Chérie FM, en effet. Je trouve que Chérie FM est une excellente radio. On en parle de Skyrock qui est devenue la première radio musicale chez les jeunes. Oui, effectivement, on parlait justement de ce média radio, mais effectivement, il y a des gagnantes avec, effectivement, Chérie FM, Skyrock qui est devenu alors je vais vous abreuver de chiffres, mais c'est un peu pour vous expliquer le concept, c'est qu'il y a le nombre d'auditeurs, il y a la part de marché et il y a l'audience cumulée et en audience cumulée, donc en AC, Skyrock qui est devant les autres, mais en part de marché, en tout cas pour les annonceurs, parce que c'est ça qui prime pour les annonceurs, Nostalgie est première radio musicale de France. Effectivement, là, je vois aussi dans le chat que, on dit: «Je ne sais pas si on compte les radios indés, c'est trop vaste encore». Les radios indés, sont trop vastes. On peut, noter, notamment la forte percée de Radio Nova avec, Oui. Guillaume Meurice, avec, toute, sa bande pour C'est la dernière qui fait monter la radio et qui entraîne la radio dans un cercle, vertueux. Bravo Radio Nova pour cette forte percée Avec et une la plus commu forte percée de toutes les radios. Avec une grosse Tu communication sur disais, les réseaux Valentin? sociaux, Radio Nova, notamment l'émission de Aymeric Lompré, Guillaume Meurice et la bande. Ah, ils sont très, très bons en com et fortement, Mmh. et ça le risque a été payant effectivement pour cette vague en tout cas. Et il y a des sketchs qui sont repris sur les réseaux sociaux, notamment, celui d'Hakim Omiri, sur, Radio Nova qui est très repris. Guillaume, est-ce que toi tu as une autre info qui pour toi a fait tilt dans ta tête? Bah, celle sur, Stéphane Tortora, pareil, je suis pas forcément un téléspectateur très régulier de Sport 6, mais j'ai beaucoup de souvenirs, notamment à une époque où, je regardais, alors je regarde toujours l'émission, mais Turbo. Et je Mmh. trouve que ce qui est intéressant avec le départ de Stéphane Tortora, donc au-delà aussi de l'avenir en lui-même de Sport 6 dans sa formule, telle qu'on la connaît, c'est un peu en fait, une partie du M6 original quand même qui part. Et c'est ça C'est qui je vrai. trouve est le plus fou parce que Sport 6, c'est à l'heure actuelle l'un des seuls, si ce n'est le seul programme du M6 de la première version en l'occurrence, Mmh. qui existe, encore aujourd'hui et d'ailleurs M6 pendant très longtemps avait joué de ça au niveau du sport et puis de l'information aussi où on n'avait qu'une incarnation, voix en l'occurrence. Mais ouais, c'est plus aussi, oui, sur au-delà de la longévité, le fait que c'est un peu une partie c'est un peu la fin, on va dire, définitivement du, M6 V1 pourrait-on dire et donc c'est Oui, pour c'est ça que ça. c'est l'information qui a retenu, mon attention au-delà, aussi, des scores, assez incroyables de nostalgie, qui d'ailleurs, je le rappelle et pour, notamment, ceux qui sont de Belgique qui écouteraient l'émission, Nostalgie qui est première radio en Belgique, hein, francophone, hein, je précise. On va dire que la version originale suit le même parcours et qui est une radio qui est très plaisante à écouter, Nostalgie pour, l'écouter, des fois, notamment en voiture. On va de toute façon, merci en tout cas d'avoir partagé vos avis pour cette première partie d'information. On va faire évoluer, je vous ai dit le format un petit peu, une page musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Donc ne bougez pas pour la chronique de Zéma.
Merci de nous retrouver pour ce deuxième numéro de Plus de Rétro, disponible en replay sur toutes les plateformes. En tout cas, avant de passer au grand événement de Plus de Rétro de ce mois de janvier 2026, passons à la chronique de Zema. Zema, je t'en prie, c'est à toi. Comme disait un célèbre chanteur, voilà, c'est fini. En 2025, beaucoup de tristes fins ont lieu. Entre le T-Shopping qui s'arrête après 38 ans d'antenne, le départ de Thierry Ardisson, l'homme en noir, qui décède le 14 juillet 2025, classe quand même pour un royaliste, même si on l'aurait aimé avoir son hôtel du temps, et aussi 27 ans de gros doigts attitude avec la fin de Game One. On en a beaucoup parlé, et d'ailleurs, il y a les archives qui sont disponibles sur le site de Plus de Télé, n'hésitez pas à aller voir, c'est un super site. Mais j'aimerais parler d'une chose qui est arrivée dernièrement, la fin d'un duo iconique, et qui malgré tout a quand même redonné une image et une fanbase à ce sport qui est la lutte et surtout le catch. Je pense que je vois de quoi tu veux parler. Eh oui, j'aimerais sincèrement rendre hommage à Filou et Cricri, à savoir Monsieur Charroux et Monsieur Ajus. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui sont ces 2 grands hommes du catch en France, est-ce que tu peux nous faire un bref rappel, s'il te plaît? Eh oui, ce sont 2 commentateurs de catch qui sont là depuis. Ils ont commencé à faire des commentaires de catch en 2001 sur RTL9. Ils ont fait aussi Action, AB1 et aussi NT1. Donc, ce sont 2 personnes qui ont beaucoup contribué dans le milieu du catch. Et Et pourquoi ce duo était si iconique selon toi? mmh, en vrai, ce duo, c'était avant tout, une belle porte d'entrée pour tous les amateurs de catch. Avec les émissions entre les 2 Mmh. shows, les interventions dans les magazines, que ça soit le mag officiel ou les magazines de l'époque, sans qu'ils se rendent compte, cette aura apporté un nouvel élan pour le catch. Et qui va donner une autre génération de commentateurs passionnés de catch, la possibilité de parler à travers les plateformes en ligne ou podcasts. Tu vois, je pense à des Ali de Catch Club, Sturi, Monsieur Hawkins, Norbert de Wrestling Clinic, Wiz et consorts. Et surtout, le duo aura permis de montrer, heu, de donner aux gens, aux fans, de s'intéresser à la scène indépendante du catch, français, qui est là depuis, Mmh. des lustres. Tout comme ces petits jeunes qui ont commencé à regarder le catch sur NT1. Et qui sont maintenant dans des compagnies indépendantes en France, en Europe ou même, je pense à l'Aigle Blanc, à la WWE et NXT pour ne citer que lui. Maintenant, on peut voir la scène indépendante de partout, en France et aussi à la portée d'un clic sur les nets. Je pense, par exemple, sur YouTube où tu as la compagnie Risk, qui fait des lives, des tournées et tout et qui a en aussi assez souvent des events au sein de l'Arcadia, vous savez, ce bar, tenu par, 2 joueurs du grenier? Mais donc le départ d'Ajus et de Chéreau, si je comprends bien, ça marque la fin d'une ère? Parce qu'on a vu, sur les podcasts qu'ils ont fait notamment, Simplement 2. Sur la chaîne YouTube qu'ils ont fait que, en gros, avant c'était 3 semaines de décalage et maintenant de plus en plus c'était en direct. En plus, il y avait la version internationale de 45 minutes et on se souvient d'ailleurs des catch attack où pendant 90 minutes, on avait Raw et SmackDown où on priait pour que, dans le lycée, certains n'allaient pas voir les scores en direct des USA pour, spoiler. Mais donc du coup, ça marque la fin d'une ère, c'est ça? Ah oui, tout à fait, beh, regarde, c'est pas compliqué. En plus, je trouve que c'est un très bon timing. Je pense que, les téléspectateurs connaissent quand même, les spectateurs, connaissent quand même, John Cena, notre très cher Super Cena qui s'arrête au même moment et aussi le fait que le show maintenant part, sur Netflix, c'est quand même une part de la scène, du câble et satellite, mais aussi les premières heures de la TNT qui partent pour du bon, pour que ça soit maintenant, plus accessible, sur Netflix et consorts. Mais il y a un truc quand même, le duo restera gravé quand même parce que certes, on a Christophe encore qui sera là, certes, on a Nadir qui est souvent en ringside, pour commenter et ainsi de suite. Ils font déjà ça d'ailleurs chez Netflix. Nous, maintenant, pour la France, la Belgique, c'est accessible. Mais c'est quand même, 25 ans d'aventure pour les 2, pour RTL9, AB1 et NT1.
qui s'arrête, mais aussi 25 ans de DVD. Parce qu'il faut se rappeler que la WWE, c'était aussi en DVD où on pouvait les réentendre dans des anciens, matchs ou alors des pay-per-view qui étaient disponibles dessus. C'est aussi 25 ans de respect envers nous, fans de catch, mais aussi de leur accessibilité en convention. Je me souviendrai de moi-même, jeune, à 18 ans, qui a pu, aller faire un check et discuter un peu avec, monsieur Ajus. Et j'aimerais quand même terminer un peu, ma chronique en disant, comme dirait un célèbre, ardéchois, dissinant la petite mort: «C'est fini, tout est fini, c'est stop, mais garde ce souvenir dans ton cœur. Tu vois le marchand de sable dans Zelda au début? It's dangerous to go alone». Vu ce qui se passe dans le monde, gardez ce souvenir de ce 2 duos, ces 2 tontons fans de sport qui vous a amené. Soyez heureux de votre passion, qui est le catch. Et surtout, si quelqu'un vous fait chier, passez tout par dessus de la troisième corde. Merci beaucoup Zéma. Franchement, Cette c'est chronique sera à retrouver en détaché en podcast et tout de suite, après avoir été dans le catch, on va être un peu dans une atmosphère guerrière, puisque nous allons nous diriger vers le grand événement du mois, en tout cas dans un univers de western. Alors que la télévision a failli connaître un géant groupe TF1, M6 au début des années 2020, laissez-moi vous conter l'histoire pas si lointaine où les deux groupes étaient en guerre. Il était une fois, dans l'Ouest audiovisuel, deux groupes privés qui se sont livrés une guerre que tout le monde a eu tendance à oublier. Au départ, aucune chaîne n'osait aller sur le terrain de la télé-réalité. Un pacte avait même été signé. Toutefois, le 26 avril 2001, coup de théâtre. M6 programme le premier épisode de la saison 1 de Love Story, produit par Endemol Productions. Derrière cette société se cachent aujourd'hui deux mastodontes de la production de flux en France. Arthur d'un côté, Stéphane Courby de l'autre. John DeMol, quelques semaines plus tôt, a voulu s'implanter sur le marché français et a racheté ASP Productions, derrière lequel se cachaient déjà les magazines exclusifs et l'émission Le Big Deal. Résultat pour la chaîne dirigée par Nicolas de Taverneau, c'est un raz-de-marée. Près de 7 millions de téléspectateurs ont été au rendez-vous de cette émission, animée à l'époque par Benjamin Castaldi. Et la ménagère, cœur de cible pour les chaînes privées, a eu les yeux rivés sur la 6. Pour TF1, le duo Étienne Moujotte et Patrick Lelay, logés au 14e étage de la tour au quai du Pont du Jour, c'était 7 secondes en enfer, voire plus, en voyant le succès de cette émission. En attendant de trouver mieux, la chaîne commande une première saison de leur télé-réalité, adaptée du format Survivor, baptisée Les Aventuriers de koh. L'émission est diffusée tous les week-ends en avant-soirée et elle est animée par Hubert Auriol. La chaîne n'est cependant pas convaincue par les audiences, mais il programme une saison 2 tout de même, avec un autre animateur, Denis Brognard. À TF1, ils sont loin d'avoir dit leur dernier mot. Si en façade, la chaîne affirme en entretien dans les émissions ne pas avoir de remords à avoir pris Love Story, ils organisent une vengeance aux deux visages. Pour eux, M6 doit devenir la cible humaine. En coulisses, ils n'ont pas eu 5 cartes à abattre, mais bien une avant qu'il ne soit trop tard. Cette vengeance va se prendre en sortant le carnet de chèques. Ah oui, rien de mieux que de connaître un succès pour une poignée de milliards. Un gros contrat se profile pour Endemol après ce phénomène médiatique, autant critiqué par le public que jalousé par les concurrents. Dans la plus grande discrétion, Arthur, John DeMol et le duo magique de TF1 a donc signé un contrat à plus d'un demi-milliard d'euros, soit 3,22 milliards de francs, hein, quand même, pour partir à la conquête de la télé-réalité avec l'exclusivité de tous les nouveaux projets de la société de production sur les prochaines années, avec en prime un volume horaire conséquent et les cases les plus stratégiques. C'est le jackpot pour Endemol et le tandem Courby-Arthur. Dans le contrat seulement, l'animateur de la Fureur va négocier un élément, livrer une saison 2 du Loft pour M6. Et c'est son dernier mot. Quelques semaines plus tard, TF1 a donc livré sa riposte en proposant Star Academy avec Nikos Aliagas.
Un démarrage qui a fait déjà parler avant le lancement. Avec les graphistes, nous avions eu l'envie de ce logo et de ce trophée, symbole de cette incroyable aventure. À l'époque, on se moquait de moi parce que j'avais mis une étoile dans le A, une étoile qui se retrouvait en haut d'une sculpture sans main. Je me souviens d'Étienne Moujotte râlant parce que nous avions placé un Y pour faire américain, disait Arthur. Le succès n'est pas au rendez-vous, les primes peinent à monter. Alors que Nikos est devenu une icône aujourd'hui, indissociable de l'émission, tout le monde se moque de l'animateur, accusé d'être tel le sergent noir d'avoir tué le format. TF1 commence à grincer des dents en coulisses face à ce contrat qu'ils ont signé quelques semaines plus tôt. TF1 se veut pourtant rassurant par la voix d'Étienne Moujotte. Après 3 semaines, nous sommes très satisfaits de Star Academy, y compris en matière de recettes publicitaires, même si nous gardons leur secret leur montant. Chaque jour, ce programme réalise de fortes audiences sur les cibles jeunes, y compris sur les femmes de moins de 50 ans, disait-il 3 semaines après le lancement. Ils se sont laissés du temps. Ils ont bien fait. Il aura fallu un détonateur pour que les audiences décollent et que la une retrouve son statut de géant de l'Ouest. Cette chronique est à retrouver en détaché sur Spotify et Apple Podcast, mais lançons tout de suite, si vous le voulez bien, le grand débat de plusieurs rétros. Alors, on va parler justement de ce grand événement, de cette guerre TF1 M6. J'ai ciblé sur la télé-réalité exprès parce que c'est, je pense, l'un des tournants majeurs, en tout cas dans la guerre entre, en tout cas, les deux groupes. Est-ce que la télé-réalité était-elle devenue un enjeu majeur, en tout cas, avec les marques aussi puissantes que sont aujourd'hui Love Story et Star Academy? Qui veut commencer? Je pense que je vais donner la parole à Guillaume. Oui, alors il faut faire quand même un petit point rapide par rapport à la télé-réalité, c'est que, par rapport à d'autres pays européens, la France a été quand même très frileuse et dans le cas de Love Story, il est assez intéressant de voir que le projet tel qu'il avait été présenté, à M6 et je crois aussi à TF1, c'était plus sur le fond d'une émission plus de, pourrait-on dire aujourd'hui, pas dire de dating, mais plus d'amour, en l'occurrence, plus que, une télévision, une télé-réalité telle qu'on pouvait le voir avec, Big Brother. Mais, c'est vrai que, l'enjeu devenait de plus en plus important parce que, ben, là où dans les autres pays européens, il y avait Survivor qui existait déjà, Love Story, bah, finalement, il fallait qu'au bout d'un moment ça arrive en France, mais je trouve et ça c'est intéressant et tu as parlé justement du cas de Star Academy. Que, finalement, TF1, même si elle arrivait je vais pas dire en retard, mais du moins, un peu après, M6 pour la bataille, là-dessus, avait réussi quand même à bien tirer son épingle du jeu et surtout en confiant cela à, un animateur, bah, c'est aussi un aspect qui est aussi intéressant, c'est de voir que des 2 côtés, que ce soit du côté de M6 avec Love Story ou, TF1 avec Star Academy, au-delà de la prise de risque, il y avait aussi la prise de risque au niveau de la présentation, puisque c'est Oui, limite c'est vrai. 2 inconnus, genre 2 inconnus. Du moins, c'était pas des personnes qui avaient, été en charge vraiment d'émissions. D'un côté, Castaldi qui, lui s'est fait connaître par Studio Gabriel sur France 2 et puis de l'autre, Mmh. Nikos qui dont le seul pardon, cas de Fait d'armes. présentation, fait d'armes en l'occurrence, ça avait été, ben, déjà Union Libre et puis auparavant la présentation de journaux sur Euronews et sur TMC. Et puis sur aussi, sur, une chaîne grecque parce qu'il était, Effecti journaliste, Présenté de 20 en heures, ouais, Grèce. sur la télé grecque. Juste Il avait présenté les journaux sur la télé grecque. une petite chose très rapide, pour faire un lien par rapport à la chronique, de Zema, tout à l'heure. C'est TF1 Privé qui a popularisé d'ailleurs le catch, en France puisque les premières retransmissions ont lieu vers, à peu près 87, 88 en clair, parce que c'était déjà le cas, ça existait déjà sur Canal+. Voilà, juste le Oui, petit lien par rapport à tout à l'heure. Pardon. Mais quel beau lien, quel beau lien. Valentin, justement, tu disais que, le Nikos était aussi donc, en Grèce et présentait Oui, la les journaux en grec, en tout cas. Est-ce que tu penses que cette,
d'avoir essuyé les plâtres de la télé-réalité, tout comme l'a fait Benjamin Castaldi, ça l'a aidé derrière pour sa carrière? Alors oui, parce que en fait, le problème, c'est que au début, c'est ça aussi l'énorme pari de TF1, c'est que autant le Loft, ça a été un raz-de-marée, un succès tout de suite, Starac, pas du tout. Les 3 premières semaines, l'audience est très faible, y compris pour la quotidienne. Il y avait, la concurrence était forte avec France 2, je pense que ça devait être des émissions de Patrick Sébastien à l'époque. Et un jour, France 2, à l'époque, le rugby ne marchait pas autant qu'aujourd'hui. Et le jour où ils ont Mmh. diffusé du rugby sur, France 2, je pense, TF1 avec la Starac, ils ont d'un coup cartonné au bout de 3 semaines. Et surtout, le problème de Starac, c'est qu'ils ont voulu faire, c'est une émission musicale, mais ils ont voulu faire comme le Loft. Donc c'est là où ils se sont dit: «Bah, c'est une émission de chant, mais ça chante pas beaucoup», et c'est là où ils ont eu l'idée de faire de la variété, et donc il y a un peu un lien avec du TF1 classique, avec les émissions à l'époque que pouvait présenter un Foucault, par exemple, en faisant de la variété, Mmh. et c'est ce mix des 2, télé-réalité, variété, sachant que le côté télé-réalité était plus dans la quotidienne et le côté chant sur les primes, avec des artistes qui venaient, où il y a eu soudainement quelque chose, et c'est ça aussi, pour ça que c'est un peu des concepts pour moi totalement différents, c'est que la Starac, il y a un côté variété, et c'est pas en fait, la force de la Star Academy, c'est que c'est pas qu'une télé-réalité, c'est aussi un télécrochet, un talent show, et la preuve quand on voit la carrière que fait une Jennifer aujourd'hui, qui a gagné cette première saison. Là où le Loft, c'était que, des gens lambda qui venaient, où, le but c'est juste de trouver l'amour, où c'était vraiment une pure télé-réalité. Et je pense qu'en ça, Mais, c'est différent. C'est peut-être aussi pour ça que la Starac a pu, avoir autant de saisons et revenir, parce que c'est un concept très fort, et c'est un talent show avant tout. il y a la guerre TF1-M6, mais moi je me suis un peu documenté sur cette guerre, en vérité, et il y a quelque chose qui m'a véritablement frappé. On parle de télé-réalité depuis tout à l'heure et on parle de justement de cette, arrivée de ce format, dans le jeu, enfin dans de ce format en France. Mais on est 20 ans plus tard, il y a toujours de la télé-réalité, mais elle s'est transformée petit à petit en jeu. C'est-à-dire que vraiment, la télé-réalité sur W9, c'est ça. Sur TFX, on est sur de la télé-réalité pure, mais il y a des épreuves ou en tout cas, il y a des cheminements psychologiques avec, la Villa des cœurs brisés. Est-ce que en voyant l'impact des jeux aujourd'hui, avec notamment l'arrivée des champions, avec, les jeux qui se suivent de semaine en semaine, voire même de jour en jour, est-ce que les jeux sont devenus des émissions de télé-réalité à part entière? Est-ce que Max, tu veux, intervenir dessus ou je laisse les 2 autres compères? C'est surtout, je pense que nous, moi, je prends pour l'exemple de la France, tu sais très bien comment c'est arrivé. Je pense que déjà, M6 et même TF1, ils se sont, au premier lieu, c'était en mode, «Ouais, ça marchera jamais». Or, il y a eu un truc au premier numéro, c'était clairement la scène de la piscine. Là, les gens se sont dit: C'est arrivé «Faut être». plus tard, Max, le Ah, la piscine. c'était plus tard? Ah, Oui, OK. tu penses peut-être à l'arrivée de Loana qui avait déjà été remarquée. Oui. Oui, la piscine, c'est des semaines bien après. Juste, je te laisse la parole, Max. C'est juste petite parenthèse aussi, c'est qu'une fois Benjamin Castaldi a raconté une anecdote. Souvent, la quotidienne, c'est un condensé des meilleures 24 heures de la veille. Mmh. Et il y a une fois, ils avaient eu un problème technique. Ils ont diffusé pendant 45 minutes, les images en direct, et c'était Loana avec une autre, participante qui discutaient, mais de tout et de rien, des sujets, platoniques au possible, devant la piscine, et ils ont fait leur meilleur score d'audience avec du vide. Cette anecdote pour moi, elle est incroyable. Mais tu vois quand même que déjà ils ont commencé là-dessus. Moi je me sou tu vois, moi je m'en rappelle que sur certains émissions de télé-réalité, quand on les voyait, c'était clairement du voyeurisme. Après, petit à petit, ils ont été limite sur du, trash. Surtout TF1 a Mmh. été quand même assez loin, l'île de la tentation et tout. Pour ensuite, bizarrement, quand il y a eu les premières choses, les premières attaques, ainsi de suite, là, ils ont commencé un petit peu à comprendre le concept.
et se dire: «Tiens, on va le rendre, tout public». On voit par exemple les jeux reality, les scripted reality comme on a les trucs sur les vétérinaires et tout, ça c'est de la docu-réalité et tout, donc ça c'est dans la même case. Les reality shows et on voit, bah, en fait, c'est quasi, bah, ça a été dilué, dans les programmes Dans de la les vie de tous les programmes, en jours. fait. A Oui, a voilà, ap c'est Bon, ça. je trouve qu'en France, on reste quand même soft. Quand tu vois un truc, une émission de talk comme le Jerry Springer Show aux États-Unis, où là justement il y a ce côté reality show, en France on en est très loin. Il y a eu Ça va savoir, mais c'est des acteurs, c'est une émission belge. Mais je trouve que à l'étranger c'est pire. Regarde l'île de la Tentation, le phénomène Montoya en Espagne. Il y a pas eu sur la nouvelle version de l'île de la Tentation avec, Delphine Westphal sur W9, il y a pas eu encore de séquence à ce point-là. On l'a eu en France avec, à l'époque, Brandon. Je trouve qu'aujourd'hui ça s'est calmé, ce qui n'est pas le cas à l'étranger. Alors, Il y a une, remarque avant que quelqu'un n'intervienne, qui est de Super 71 dans le chat. Le plus proche du Jerry Springer Show, en France, ça a été Touche pas à mon poste. alors juste pour repréciser, je tiens à préciser, Jerry Springer Show et toutes les émissions de ce qui était scripted reality, ça a été prouvé il y a pas si longtemps que ça. Il y a eu, je sais plus, il y a eu un très bon documentaire, et qui en fait, qui explique en fait, si vous voulez comprendre, on vous fait passer ça pour une émission de variété, de discussion, débat, alors qu'en fait, c'est une pièce de théâtre. C'est littéralement une pièce de théâtre, hein. C'est celui qui pourra aller plus loin dans l'extrême, touchera un jackpot derrière. Mmh. L'aspect étranger est assez intéressant parce que c'est vrai que et notamment, pour ceux qui se souviennent de Plus clair, c'était intéressant ce qu'on pouvait voir des fois ce qui était fait à l'étranger en termes de télé-réalité et c'est vrai Mmh. que la France, au-delà de la frilosité qu'on avait par rapport à d'autres pays, au niveau de la télé-réalité, il faut pas oublier que la France a été un des premiers pays en Europe à mettre en place une émission de télé-réalité avec une femme qui sera d'ailleurs très connue par la suite sur TF1, Pascale Brognaud, Psycho. Alors aujourd'hui, Mmh. Psycho, ça nous paraîtrait, totalement, comment dire? Enfantin, à côté de ce qu'on a pu voir en termes de télé-réalité de couple. Mais ça a été la première émission en 84 sur Antenne 2 à l'époque, donc chaîne publique, on considère comme la première émission de télé-réalité parce qu'il y avait des couples qui venaient parler de leurs problèmes et que tout ça a été ensuite, montré notamment, au travers de petites scènes. Mais c'est vrai que de manière générale en France, même s'il y a eu plus ou moins des problèmes et certaines émissions comme Opération Séduction pour ceux qui s'en souviennent sur, Oh là là! sur Mmh. sur Le M6. générique. Ouais, là, elle est là. Bon, j'ai évité de chanter, j'ai évité de chanter, pardon. Mais c'est vrai que, par exemple, la Grande-Bretagne est un très bon exemple, d'un pays où, en termes de concept, je crois que c'est parmi les concepts les plus fous que j'ai pu voir alors bon, il y a eu plus ou moins une adaptation en France, mais de La Rue des Allocs, où il y avait eu, par exemple, une télé-réalité il y a quelques années, je crois que c'est sur Channel 4 où c'était des enfants qui vivaient comme des adultes dans un faux village. Mais quand je dis qu'ils vivaient comme Mmh. des adultes, il y avait, comment dire? Des simulations de consommation d'alcool, comment dire? De fumée. Mais je dirais que le plus loin que j'ai pu voir en l'occurrence et là c'est toujours sur le service public et je pense qu'en France on en verra heureusement jamais ça. C'était aux Pays-Bas, où il y avait une émission où littéralement c'était des gens qui, essayaient des trucs. Mais quand je parle d'essayer des trucs, c'était des trucs à caractère donc sexuel, mais pas que et qui racontaient leur expérience, après par la suite et je parle de ça, c'était en 2003-2004, hein et ça a fait beaucoup. Et je m'en souviens de celui-là. Mais c'est vrai que là-dessus, je trouve que la France, on a plutôt été épargné par un certain nombre de concepts trash, mais il faut dire aussi que la législation, quand même, est beaucoup moins permissive que dans d'autres pays européens. Il faut pas oublier aussi là-dessus, pour faire un dernier point, que c'est en France qu'il y a eu les premières procédures judiciaires au niveau européen, où des anciens candidats de télé-réalité ont réussi à faire reconnaître leur participation comme étant du travail et ça a eu effet boule de neige en Europe, hein et en France, ça a été pionnière en la matière. Voilà. Ce qui se passe, en soi, il y a ce statut effectivement, comme tu disais Guillaume, de reconnaissance du travail. Candidat de télé-réalité, c'est un travail et c'est ce que je disais en fait lorsque j'avais posé la question, est-ce que les jeux télévisés, c'est-à-dire les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place, tout le monde a son mot à dire, n'oubliez pas les paroles.
est-ce que c'est pas devenu des jeux de té un peu télé-réalisés? Je m'explique. En gros, on va suivre quelqu'un pendant des semaines. On va suivre sa progression. On va suivre, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il va être éliminé brutalement? Par qui? Comment? Quels sont, ses travers? Quels sont, qui est, sa compagne? Qui est sa mère? Qui est son père? En fait, on va avec et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça prend une autre ampleur. Je pense que les champions, il y a une grosse place, comme le disait Ryan, qui est donnée à leurs anecdotes de vie, à leur, parcours, à leur, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés jusque-là? Comment ils ont et qu'ils sont, arrivés, à battre de plus en plus, d'adversaires? Et c'est pour ça que pour moi, les jeux aujourd'hui, en tout cas, ça reste que mon avis, les jeux sont devenus un peu des émissions de télé-réalité à part entière et donc du coup, ça découle un peu de ce que tu disais, Guillaume, sur le fait que candidat, ça reste un métier à part entière. Ah oui, mais très clairement pour être très rapide, effectivement, avec le fait justement que notamment dans les téléréalités d'enfermement, d'ailleurs il y en a eu à l'appel, hein, on ne compte pas, tous, notamment c'était, sur TF1 on a eu Nice People, on a eu, des succès plus ou moins relatifs. Mais justement le fait où aujourd'hui notamment, les 12 coups de midi sont un très bon exemple en la matière, où justement certains candidats qui vont très loin deviennent des personnages à part entière, où on en apprend plus sur leur vie, où on les voit des fois, invités sur d'autres plateaux de télé, où ils vont parler de leur vie, où ils vont parler, des difficultés, alors on peut prendre bien sûr, bon, alors désolé de parler de ce cas-là, mais le cas Christian Quesada, mais Oui, aussi plus récemment, Mmh. le cas avec, Paul Elkarat, qui avait écrit un livre avec sa mère, qui a été invité pour parler aussi, d'autre chose comment dire? Que les jeux. Mais c'est vrai que, des fois, on a l'impression que certains candidats, des fois, outrepassent même le présentateur ou la présentatrice de jeu en devenant vraiment des personnages à part entière, en fait, du programme. Et donc je suis assez d'accord aussi avec toi, Manu, sur la télé-réalité qui aussi, essaimé aussi sur, la partie, sur les jeux télé, mais de manière générale, c'est un genre, qui a essaimé sur les autres genres de, programmes, TV. je voulais rebondir aussi, il y a pas que aussi, les être candidat d'émissions maintenant de télé et aussi télé-réalité, c'est devenu, un métier en soi parce que c'est reconnu par l'intermittent du spectacle. En premier Mmh. lieu, généralement quand vous participez maintenant à une émission de télé, même si même si vous perdez le jeu, vous êtes, défrayé, pour, le déplacement. On vous prend en charge et vous touchez un petit quelque chose pour le temps de la journée. Mais aussi, moi, il y a quelque chose que je me suis rappelé et ça, c'est fort heureusement. On a eu quand même des limites, nous en France, sur, le côté trash. Moi, je prends 2 cas, assez bien connus. On a eu TF1 à un moment, une époque, qui voulait ramener une émission de la Fox qui était où la mère, c'était une fille, elle connaissait pas son père et tout, elle était enfermée dans un château, il y avait plein de personnes, entre une trentaine, jusqu'à 50-60 ans et elle devait en draguer, trouver la personne. Dans un, il y avait son père. Il y avait déjà ça qui était en projet et aussi je me rappelle d'un cas où il y avait, 2 jumeaux qui ont été passés sur, Secret Story. Je me rappelle plus des noms des 2 Slovéniens. Darko et Gecko? Oui, je pense que vous devez vous rappeler de cette histoire-là où c'est Zerko qui a participé à une émission, de télé-réalité là-bas, où ça a été Ah ça fait c'était une catastrophe et c'est totalement inhumain, où c'est limite, il doit payer plus de 25 sur 25 ans pour pouvoir, être tranquille contre cette émission-là. Là, dans ce genre d'émission-là et fort heureusement, en France, on fait ça, c'est terminé. Je pense que la chaîne, elle ferme. On était sur du tabassage en règle, de l'agression en constance et lui, il était souffre-douleur. Il a dû, s'échapper comme un fugitif, pour pouvoir quitter cette émission-là. Après, petite précision quand même, là-dessus, on pourra en faire une émission littéralement là-dessus. La télé serbe et notamment la télé-réalité serbe, c'est très, très particulier et à côté, chez nous, c'est gentillet, pourrait-on dire.
pour Ah ouais, bah, préciser, ouais. parce qu'il y Mmh. a des trucs, on verrait des trucs bah, plus clair, on avait parlé justement et mais il y a quand même un enjeu que je trouve qui est assez intéressant aussi, par rapport au concept de télé-réalité et on pour revenir à Stop, TF1 ah, stop. Tu vas nous en parler juste après la pause musicale parce OK. que je pense savoir de quoi tu veux parler, mais on se retrouve dans quelques minutes. Garde ça au chaud, Mmh. bien précieusement et on en parle juste après. À tout de suite. My head in the clouds, I don't know where we go. I feel like a strange love. I'm losing my mind, feeling that kind of love. I feel like a deep hole. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. When we are fine, we see our sun shining. And all these good times, we know we had something. Don't feel the vibe when we're not floating. Ain't no good time when it's a darker sin. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. You give me something that I can't give you here. Tell me what you're thinking. I need to know you're feeling. If you crush on me, you need to know my story. But don't get too close to me, cause I need my fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Merci d'être de retour pour ce deuxième numéro de Plus de Rétro. Guillaume, je t'avais coupé, j'en suis désolé. Tu Oui, avais quelque chose justement à apporter à ce débat-là. il y a une chose qui je trouve intéressante pour venir, sur le cas, ben, de TF1 et de M6, c'est, de voir aussi de quelle manière, ont été, adaptées justement, les différentes émissions de télé-réalité. Alors et après il y a eu des concepts, plus ou moins, franco-français qui, comment dire? Des fois n'ont pas forcément, très bien, fonctionné, ou du moins pas beaucoup été distribués à l'international. Alors je pense à Secret Story. Secret Story, c'est un cas intéressant parce qu'il a été, distribué au Portugal d'ailleurs, Oui, encore sur la diffusé su TVI. sur TVI. Il y a eu une candidate d'ailleurs qui a fait les 2. Mais c'est intéressant de voir aussi, de quelle manière aussi dans chaque pays, on a un concept de base où il y a bien sûr une ligne directrice à, comment dire? À suivre et qui est adaptée, plus ou moins, Star Academy aussi avait été adapté au Québec d'ailleurs, et est revenu il y a pas très longtemps sur TVA, la principale, chaîne, privée. Mais oui, c'est intéressant de voir Mmh. comment, les concepts sont adaptés, même si, d'ailleurs et je vais prendre un peu plaisir à faire référence à ça, l'un des plus gros fours d'audience de l'histoire de TF1 étant une réalité, bah, made Ah, in France, le fameux Carré vivre Royaume. le Il y a Royaume, Carré-Ville et et Carré le 2012. vif Royaume aussi! et Carré Vivre, Carré-Ville. oui, Carré Vivre déprogrammé au bout de 2 semaines. En fait, le Royaume, c'était une émission hebdomadaire tous les samedis. Ils avaient mis au bout de 3 semaines les experts tellement que ça marchait pas. Et Carré Vivre, c'était une émission quotidienne et en prime le vendredi. Une pure télé-réalité pour fêter les 10 ans de la télé-réalité, animée par Elsa Fayer. Et ça a été aussi un bide absolu déprogrammé au bout de 2 semaines. Mmh. Donc Oui, 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 c'est ça, il y a eu des fours dans la télé-réalité. Il y a eu des ah des des ah oui, il y a des des gros fours, totales.
et effectivement, il y a des avis sur la télé-réalité qui disent: «C'est nul, merci Diego, je t'embrasse». Effectivement, il y a des télé-réalités qui sont nulles à chier. Je veux dire, mais ça, en fait, je veux contrebalancer un petit peu ce que disait, Diego dans le chat. C'est que ça a été nul, mais ça a donné du biscuit déjà absolument pour tout le monde, hein, que ce soit pour les chroniqueurs, les humoristes, les machins qui ont, dérivé dessus, pour les imitateurs aussi. Heu, c'était ven en fait, c'est ça, c'est que c'était vendeur. Au-delà de la partie vendeur et alors je suis étonné, mais je me disais que quelqu'un allait faire référence à ça. C'est intéressant de voir aussi quelle était la direction qu'avait pris M6 à une époque au niveau des téléréalités et ça du moins on peut rapidement l'oublier, mais ce sont alors je ne sais pas comment on pourrait nommer ce type de télé-réalité, mais c'est des émissions comme On a échangé nos mamans, C'est du propre, Super Nanny, où justement là, on n'est plus dans la télé-réalité d'enfermement ou de télécrochet comme, Star Academy ou, bah, la Nouvelle Star ou même Les Colocataires, autre, four, Mmh en mh. termes Oh de là là. de Ouais. télé-réalité. Mais, merci, oui, télécoaching pourrait-on dire effectivement. Merci, merci Aurélien et c'est vrai que M6, à une époque, ben, c'est vraiment, comment dire, spécialisé sur ça et le plus étonnant, c'est de voir que TF1 est arrivé quand même beaucoup plus tard sur, cette, tranche et je pense notamment à une émission, alors moi qui je sais que ma mère, elle adore regarder ça, mais cette émission, elle m'insupporte. C'est, notamment, putain, j'allais dire 10 mariages pour une lune de miel. Heu, 4 mariages pour une de miel, ouais. 4 mariages pour une lune de miel Oh, ou c'est pareil tellement bis. ou pareil justement, Bienvenue chez nous, c'est ça je trouve Oui, que tous les ça va. concepts qui ont découlé de ça. Ça va, Bienvenue chez nous, ça va. Mais c'est vrai que des émissions comme, ben, justement, 4 mariages pour une lune de miel ou aussi, comment dire? Un dîner presque parfait, où justement on retrouve des ingrédients qu'on retrouve dans des émissions de télé-réalité plus classiques, comme des clashs des fois, comme, des gens qui s'aiment pas ou, Un dîner presque parfait, ça a été quand ça arrivait, je me suis souvenu de ça. Ah, c'est arrivé, il me semble, vers 2008, ça a été une révolution, c'était des cartons d'audience. mmh, Ça faisait mal, Castaldi l'avait dit en plus parce qu'il y avait un contresens, son jeu sur TF1 à l'époque, qui avait énormément baissé à cause d'un dîner presque parfait et il avait dit: «Bah, moi j'ai vécu ça aussi à l'époque quand j'étais animateur du Loft où on faisait mal à la concurrence» et c'est vrai qu'un dîner presque parfait, ça a été un peu révolutionnaire, à la fin des années 2000 et derrière, il y a plein de concepts qui ont découlé de, je mets des notes, il y a eu Les Reines du shopping, après sur TF1, il y a eu, Bienvenue chez nous, et toutes ces émissions de ce genre-là ou de notes et hebdomadaires. Mais qui est plus, pour le coup, pour un public cible. C'est plus le public féminin, c'est vraiment pour les cibles commerciales, je trouve, ce type d'émission. Et Max, tu une anecdote sur 4 mariages, c'est ça? Ouais, et j'en ai même 2 pour ah oui. expliquer. J'ai 2 anecdotes, dessus sur 2 émissions de, moi, ce que j'appelle de scripted reality, parce que mes parents se sont retrouvés indirectement impliqués dedans. La première en rapport avec 4 mariages, et une lune de miel, où ils m'ont expliqué qu'eux, ils avaient fait à manger pour, dans un mariage qui s'est déroulé à Laval. Et les candidates, infectes, bon, ils étaient pas à l'intérieur, mais bon, quand tu apprends que malgré que c'était un petit peu la directive de la mariée, repas froid, donc mes parents avaient fait ce qu'ils pouvaient. Donc c'est déjà ça. Et aussi une autre anecdote, et je pense que Guillaume se rappelle, c'est en rapport avec Cauchemar en cuisine. Ah Dans oui. la 3e saison de Cauchemar en cuisine, il y a eu un restaurant, Rethel, où il y avait un restaurant qui était tenu par une dame. Elle disait comme ça à Philippe Etchebest que, elle avait un cuistot à un moment, mais comme elle se comportait comme une tête de mule, il s'est barré. Ce cuistot en question qui faisait un très bon manger, elle le disait, elle le cachait pas et les clients étaient d'accord pareil, c'était mon père. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ton père a été viré et indirectement impliqué dans un truc de cauchemar en cuisine. Pas incroyable. Vraiment fou. Voilà, c'est C'est ça, fou. c'est à chaque fois qu'on revoit l'émission, on en rigole tellement on s'est dit: «Ah, petite vengeance». C'est, on va dire, la seconde vie aussi des téléréalités et où finalement,
et c'est quelque chose qui est arrivé bien après, après par la suite, c'est tout l'écosystème qui s'est créé autour de ça et comment, ben, découlaient aussi, ben, des sortes de petites vedettes, en l'occurrence, Mmh. qui ont participé elles-mêmes à d'autres émissions de réalité faisant un cercle, désolé de pas dire ça comme ça, mais un cercle vertueux et qui a très largement alors c'est Énergie 12 qui a été une des premières à, capitaliser sur ça avec, notamment, Les les grands. Anges Les ou anges? d'autres émissions, mais qui ont été aussi capitalisées aussi après par la suite par, M6 et aussi surtout, ben, TF1. Alors pas sur, de mémoire, ça n'a jamais été le cas sur TF1, la chaîne principale directement, mais avec un certain nombre, voilà, d'émissions, récemment, je crois qu'il y en a eu pas mal, pardon, sur, W9. C'est quoi? C'était les 50, les cerveaux, je sais plus, Les 50, Oui, comment le le cin cerveau les et les 50 50, aussi avant. le cerveau, là c'était, oui, c'était The Cerveau et je crois qu'il y a une télé-réalité avec une IA aussi, The Power. Voilà, c'est ça, je cherchais le nom. Avec Pascal le grand Non, frère. mais avec Pascal le grand frère en première saison et en plus de Pascal le grand frère, je crois qu'il y a eu Lou Pernot et sa mmh, maman. Aussi. d'accord. Ah oui, donc la fille de Jean-Pierre et de Pernod et de Nathalie Pernod. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Pernaut a participé à une télé-réalité, enfin, à un jeu slash télé-réalité. C'est en ça aussi où je me dis que les jeux sont devenus un peu des émissions de télé-réalité. On le voit d'ailleurs. Nathalie Pernot, elle a fait les Traîtres aussi et encore plus vieux, elle avait fait La Ferme Célébrité également. Mais Les Traîtres, Oui, elle c'est l'a fait ça. avec C'est son vrai, fils. la ferme Elle l'a fait avec célébrité, son fils et voilà. peut-être avec sa fille aussi. Donc du coup, il y a en fait tout un écosystème qui s'est créé effectivement. Heu, il y en a qui ont parlé dans le chat de, il y a que la vérité qui compte, mais Mmh. je trouve qu'il y a que la vérité qui compte découle plus de ça se discute, de, ça va se savoir aussi, de Oui, plus mais de ce tu type vois d'émission-là, Manu, mais on est après sur le même, truc où on est plus voyeurisme de: «Est-ce que ça va fonctionner? c'est Est-ce ça, qu'ils vont se réconcilier ou pas?» Donc on est un peu c'est sur qu'à le même l'époque, truc, il y a que La mais Vérité qui compte. C'était vraiment, très mal vu, considéré comme on parlait tout à l'heure de l'île de la tentation avec le voyeurisme de TF1 de l'époque, et avec La Vérité qui compte, c'était mais très mal vu. Bataille et Fontaine avec les Guignols, ils s'en prenaient plein la gueule. La presse pareil, mmh Libération, tout ça, ils se sont fait mais marcher dessus. Mais pendant le covid, les vidéos de l'émission ont refait le buzz sur les réseaux. Il y a eu un élan de nostalgie, on s'est dit: «Mais en fait, c'est super», et de là, depuis que l'émission elle est revenue, maintenant, elle a plutôt bonne cote parce que les gens, ils aiment bien et c'est rentré dans la norme, en fait. Mais à l'époque, c'est que La oui, c'est Vérité ça qui compte, c'était violemment critiqué. C'était vraiment une et émission c'est q considérée comme l'une des plus, voyeuristes. et en fait, c'est que, les émissions de télé-réalité. On avait parlé, en off de l'écosystème média qui était en train un peu de se casser la gueule et cetera à cause de la crise du marché publicitaire et tout. Et en fait, ces émissions de télé-réalité-là participent, en fait, à une certaine évolution du média. De telle sorte à ce qu'en fait, les émissions de télé-réalité sont en train de faire que les gens vont plus aller vers le streaming et le digital. On parlait de Il y a que la vérité qui compte, on peut parler de toutes les émissions de télé-réalité qui sont plus commentées en streaming et consommées en Oui, streaming qu'en linéaire. On voit les audiences de télé-réalité aujourd'hui, elles sont 200-300 000 sur les chaînes de la TNT, je parle, et en tout cas, pur et dur. Le Star Academy, c'est un carton sur le linéaire, mais sur le TF1, digital, oui, c'est pareil. Secret Story sur TF1, ça a été un carton cet été sur TFX et sur le digital, c'était ouais. pareil. Mais Sur, Énergie 12, sur les extraits des Anges, c'est un carton. Résultat, TFX va peut-être relancer les Anges dans quelques temps si le marché publicitaire remonte à la hausse. On est sur en et fait, les émissions de télé-réalité participent à cette évolution de l'écosystème média et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles mais sont aussi déjà à l'époque. populaires. En tout Parce qu'à l'époque, il y avait une chaîne 24 heures sur 24, Love Story par exemple, sur les chaînes du câble. Les gens pouvaient mmh regarder en payant une chaîne, les habitants du Sur loft TPS? H24. Sur Ah, sur TPS? TPS exactement.
pareil pour la Star Starac et Academy tout aussi. et maintenant c'est sur TF1+ pour, la Starac, par exemple. Donc oui, effectivement, ça il y a en fait, c'est parce qu'il y a un bonus en plus. Par exemple, voir 24 heures sur 24 des gens auxquels on va s'attacher, auxquels on voit pas forcément ce qu'il y aura dans la quotidienne, télé, pour tous. Il y a du contenu supplémentaire qu'on verra pas en télé et Mmh. c'est comme ça effectivement que, les «plateformes» entre guillemets, oui, parce qu'il y a même de la télé-réalité sur Netflix ou Amazon Prime. C'est vrai que oui, comme tu le dis Manu, c'est vrai que c'est un peu il y a des enjeux économiques comme à l'époque et aujourd'hui nouveaux avec le digital pour la télé-réalité. Mais il faut D'ailleurs, que ça marche quand même, à minima. pour être rapide et dans la continuité de Il y a que la vérité qui compte et de son retour. C'est, aussi un autre problème qui peut se poser, c'est, en ce qui concerne, le droit à l'image, parce que beaucoup de personnes ont participé à ce type, d'émission. D'ailleurs, pour ceux qui Mmh. s'intéressent, la revue des médias de l'INA, a fait un très bon article sur le retour, du moins de La Vérité qui compte et surtout des problèmes que pose la rediffusion d'émissions en intégralité ou d'extraits où l'autorisation des personnes n'a pas forcément été demandée et ça peut Mmh. poser un certain nombre de problèmes. Il y a eu justement différents cas juridiques et un des plus connus et qui a été, je crois, un des premiers, c'était avec, j'allais dire Jules Édouard. Ouh là là. C'est Jean-Édouard Voilà, Egloana, ouais. voilà, de Loana, où en l'occurrence, il a, grâce à une décision de justice, aujourd'hui, il est interdit de passer du moins, qu'il soit reconnaissable, Il est flouté, des il est flouté. il est flouté et de d'autres candidats ou de personnes de télé-réalité De la ont eu Starac ou oui, qui voilà, ont un métier, ouais. voilà, on fait ça et c'est aussi le problème qui se pose aujourd'hui où justement un certain nombre de ces émissions sont, comment dire? Rediffusées, ou remises par exemple sur YouTube et dans le cas de La Vérité qui compte, il y a eu plusieurs cas de personnes qui n'ont pas été consultées, par la personne qui avait récupéré les émissions ou les droits des émissions et où il y a comment dire? Du passé qui peut, ressurgir. Je prends un cas qui est cité très rapidement dans l'article où, une femme, voit un jour sur Facebook, un extrait donc de La Vérité qui compte où elle voit son frère qui, s'est suicidé peu de temps après l'émission. Et elle n'a jamais Mmh. été Ouais, consultée, c'est au elle ou sa courant de ça. famille, pour, la rediffusion de ces de cette émission et donc c'est aussi une autre partie aussi, au niveau de la télé-réalité par rapport à TF1 et M6 qui peut aussi se poser sur, comment dire? Le retour et aussi la gestion qu'il peut y avoir. M6 avait été confronté, alors je sais plus si c'était Opération Séduction ou une autre où, C'était une un nouvelle des émission et il y a un candidat qui s'est suicidé peu de temps après et l'émission n'a jamais été diffusée. n'a jamais été diffusé. Effectivement Mais et des cas En de suicide, 2010. on en a eu aussi sur TF1. François Xavier. Carré VIP avec François Xavier, Oui, qui traîne. suite à l'échec aussi de l'émission parce qu'il voulait, je pense, être, aussi connu, dans et reconnu dans les médias et en tout cas parmi le public. Le fait que ça n'ait pas fonctionné, plus le fait qu'il était aussi un peu, instable psychologiquement a fait que du coup, il s'est Mmh, suicidé aussi et il y en a plein, hein, d'émissions de télé-réalité qui ont été, un peu pas problématiques, mais qui ont été, en tout cas, qui ont jalonné notre paysage audiovisuel. Pour c'est terminer et Koh-Lanta, hein, ensuite on fera le jeu. avec un Oui, séisme. mais La mort de Gérald on en a Babin, plein. ça avait été Oui, un c'est vrai, séisme non, parce mais que lui, c'est il est pour ça mort que je pendant dis, l'aventure. il y en a plein. Pour terminer, on est à plus d'une heure d'émission parce on va passer au jeu juste après. Pour vous, quelle est votre émission de télé-réalité, en tout cas favorite ou que vous avez aimé regarder? Perso, le problème, c'est que qu'est-ce qu'on appelle télé-réalité? Parce que pour moi, je suis désolé, mais on peut pas mettre dans le même sac télé-réalité et télé-réalité d'enfermement. Pour moi, une télé-réalité, de base, c'est d'enfermement. Donc voilà, si je prends la télé-réalité pure et dure d'enfermement, forcément Secret Story. Maintenant, pour moi, ça n'a rien à voir avec koh qui est un jeu d'aventure aussi. Donc j'adore koh Star Academy encore plus, mais c'est aussi devenu un télécrochet, c'est ultra bienveillant. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire maintenant télé-réalité. Pour moi, le sens du terme télé-réalité, ça renvoie dire quand on dit télé-réalité, moi ça me renvoie au loft directement et donc aux télé-réalités d'enfermement. Donc dans ce genre-là des télé-réalités, on va dire, Les Anges, Dilemme qu'on n'a pas cité sur W9 aussi avec Faustine Bollard,
ou les Marseillais, tout ça, pour moi, ça reste Secret Story. Mais je parle de télé-réalité d'enfermement uniquement. OK. Guillaume? Moi, je dirais alors c'est très précis, mais la première saison de Secret Story, j'avais beaucoup Ah oui, apprécié, les triplés. mais de manière générale, je dirais quand même et là, je vais prendre la télé-réalité au sens large, Un dîner presque parfait. Mes premières versions, voilà. OK. J'étais, très, très grand fan et c'est une émission que j'adore, beaucoup. Pas la nouvelle, mais c'est mon émission de télé-réalité préférée, si je dois en garder qu'une. Mmh. Max? Moi, je dirais vraiment un peu plus, tu vois, les émissions de M6. Je pense par exemple au Pensionnat ou C'est Cleaner. Mmh. C'est du propre maintenant, C'est Cleaner sur TFX C'est ça. que je trouve, malgré tout, surtout C'est Cleaner, feel good, par les personnes qui sont, qui incarnent, l'émission, qui vont aider les gens et tout. On sent qu'ils sont très attachés. Qu'il y a vraiment de l'authenticité, que ça joue vraiment sur les tripes, qu'il y a pas un truc scénarisé où, tenez, on va mettre, on va rendre ça, super dégueulasse, et on va dire: «Voilà, il a la maladie de Diogène» et tout, des trucs comme ça et surtout que moi, c'est assez sensible parce que j'ai un ami, qui est touché par ça et généralement, je prête attention, à ce genre d'émission-là, voir si c'est faux ou quoi. Il y en a qui disent effectivement koh Secret Story sans hésitation, Défi extrême, Le Pensionnat de Chavagne, Championnat de travail sur exceptionnel. M6. Le Pensionnat de Chavannes avait fait beaucoup parler, Ouais, effectivement. il Hem, a plein de Si célébrités vous le voulez aussi. bien, Sur le sujet Guerre oui, TF1 M6, je conseille à tous ceux qui nous écoutent, s'ils arrivent à le trouver, le documentaire La télé des années 2000, qui revient notamment, ouais. comme dans ta chronique que tu l'as expliqué avec, de Arthur, et Courby, sur tous les coulisses de l'arrivée de la télé-réalité sur M6. Derrière, on s'intéresse à partir des années 2000 plus aux anonymes qu'aux animateurs et aux stars. Enfin, c'est vraiment un documentaire, mais passionnant que je conseille à tout le monde. OK. Merci beaucoup Valentin de cette recommandation. Si vous voulez bien, on va passer au jeu. Je vous explique le principe. Je vous ai donné un ordre de passage. En gros, ça a été totalement au hasard et il y a 3 thèmes sur ce jeu. 3 thèmes. Chaque thème, c'est 20 questions. Le but est d'avoir le plus de réponses possible, donc sur les 20 questions, mais aussi de répondre le plus rapidement possible, puisqu'il va y avoir un chrono. Celui qui va répondre le plus rapidement et qui aura le plus de bonnes réponses aura gagné ce quiz.
vous avez compris le principe du jeu. Mais juste avant, le mois dernier, on avait fait un jeu avec, un peu le style de questions pour un champion. C'était entre Zema et Valentin et j'avais dit que Valentin avait gagné parce que, il y a eu une question de la mort subite et cetera. En vérité, en discutant après avec Valentin, il se trouve que j'ai posé une question de plus à Valentin et donc du coup, Zema a été un peu handicapé. Donc, je tiens à rétablir la vérité sur ce podcast, en tout cas sur ce numéro 2. Zema, tu es le gagnant de ce premier quiz du mois dernier. Voilà. Bravo, Zema. Guillaume, Ouais! super! Guillaume, tu as le choix sur ces 3 thèmes entre Jean-Luc Reichmann, les émissions de France 3 et le groupe M6. Je vais dire Tu choisis quoi? Les émissions de France 3 tout de suite parce que c'est l'une de mes chaînes préférées. Voilà. OK. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Parce que il y a un temps et il y a 20 questions. Tu es prêt? Je suis prêt. Attention, top. Quelle émission quotidienne de France 3 met à l'honneur les régions françaises à l'heure du déjeuner? Ah non, pas Midi en France, Vue de France, avec, Flavie Mauvaise Flamand, réponse, ah, mauvaise réponse. Tant pis. Comment s'appelle le journal régional diffusé chaque soir sur France 3? le 19-20, 19-20 édition régionale. Mauvaise réponse. Quelle émission culinaire de France 3 s'est arrêtée au mois de décembre dernier? Heu, pas les escapades de non, non, elle était déjà plus là. Côté cuisine, non, c'est plus non, c'était fini, je sais plus. Mauvaise réponse. Quel animateur historique a présenté le plus longtemps des chiffres et des lettres sur France 3? Laurent Romeshko? Bonne réponse. Quel, magazine a marqué l'histoire de France 3 et est aujourd'hui sur France 5? Hem, ah, Magazine de la mer. bah, Thalassa. Bonne réponse. Heureusement que je t'ai aidé. Quelle émission, comment s'appelle l'émission patrimoniale qui explore les villages sur France 3? Pas le plus beau village de France, je sais plus. Mauvaise réponse, Le village préféré des Français. Quelle Ah bien. émission est animée par Anne-Catherine Vervaedre et le samedi midi sur France 3? Heu, je sais plus. Intérieur. Quel jeu télévisé a été animé par Julien Lepers seulement sur France 3? Question pour un champion ou Au pied du mur? Question pour un champion. Mauvaise réponse. Quel acteur a animé une version américaine de Question pour un champion? Ça, je sais pas du tout. Je sais c'est d'être Going for Gold, mais je sais pas du tout. C'était Neil Patrick Harris. Comment s'appelle l'émission qui fait revivre les grandes heures des humoristes sur France 3? Les Grands du Rire. Mauvaise réponse, Samedi dans Rire. Quelle Oh, émission a animé Élise Lucet pendant 11 ans sur France 3? Pièce à conviction. Bonne réponse. Dans quelle émission de débat Élise Lucet a-t-elle collaboré à la fin des années 80 et diffusée sur France 3? Hem, est-ce q non, c'est un truc avec RMC. Émission de débat, Oui, sur France 3, à la fin des années 80 ou 90? à la fin des années 80. Mmh, c'est un truc avec RMC, mais je j'ai plus le nom. La marche du siècle. Quel magazine de Laurent Boyer a été repris par Jean-Baptiste Boursier en 2019? C'est pas Midi en France, Sur ça c'est France 3, sûr. hein. Alors c'est sûr, c'est pas Si, Midi en France. c'est Midi Ah, en c'est France, Midi en bien France, joué. d'accord. Quelle série est diffusée sur France 3 depuis 2024? Depuis 2024, non pas Un si grand soleil, si je crois Un si grand soleil? Un si grand soleil, bonne réponse. Comment s'appelle l'émission animée par Stéphane Bern consacrée à l'histoire? Secret d'histoire. Secret d'histoire, bonne réponse. Quel grand programme de France 3 était proposé le dimanche soir au début des années 2000?
animé par Marc-Olivier Fogiel? On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, bonne réponse. Quelle émission de France 3 propose des portraits d'artistes, animateurs de télévision, journalistes ou sportifs français disparus? Heu, À proposer, hein, pardon. ah, le truc, non, c'est pas le truc de Delahousse, j'allais dire, Un jour un destin, mais je pense pas que ce soit Un jour un Non. destin. C'est pas Hôtel du Temps, non, c'est on les a tant Attention, aimés? il te reste plus que 30 secondes. On les a tant aimés? On nous a tant aimés? Ou je sais plus. Non, oui, nous sommes tentés, mais on l'apprend. Comment s'appelle l'émission de divertissement animée par Lagaffe en 92 sur France 3? Il te reste plus que 20 secondes. Heu, Pas j'allais dire La Classe, mais non, non, c'est pas La Classe, je sais plus. Non, Yakapa. Quelle émission de cinéma a été proposée pendant 43 ans sur France 3? Cinéma de minuit. Bonne réponse. Quelle émission de François est diffusée le dimanche matin et s'adresse principalement aux jeunes téléspectateurs avec Bugs Bunny? Hem, pas samedi, pas Dimanche Toons. Nou Je sais plus. C'était Bunny Tonic. Ah, Bunny 5 Tonic. minutes 14 et tu as 10 bonnes réponses seulement. Bon, c'est C'est voilà, voilà. Mais on va voir si tes camarades savent faire mieux ou pas. Max, tu as le choix entre Jean-Luc Reichmann et le groupe M6. Je vais être fourbe. Le groupe M6. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Attention, 3, 2, 1, top. Qui a été le premier dirigeant de la chaîne M6? Jean Drucker. Bonne réponse. La CLT voulait déjà proposer la chaîne en 1985, mais quelle chaîne l'a doublée? TV6. Mauvaise réponse, c'était la 5. Quel est le créateur du logo de M6? Étienne Roubal. Bonne réponse, Étienne Robial. Quel était le nom du faisceau avant que Jean Drucker ne démarre le canal M6? TV6, il me semble. Non, RTL Paris. Quel animateur a ouvert la chaîne le 1er mars 1987? Georges Lang. Bonne réponse. Qui était pressenti pour présenter le 1945 en 2009? Je sais pas. Guy Lagache. Avant 2006, combien de journaux télévisés avait M6? 2. Journaux télévisés avec un incarnant, hein, je parle, hein. 1, le 12h45. 0, c'était avant 2006. Quel animateur a présenté une émission musicale sur M6 en 1989? Nagui. Alexandre Debanne. Quel animateur a débuté sa carrière à la télé sur cette chaîne en 1994? Je ne sais pas. Koé. Quel film détient le record d'audience sur M6 pour un film? J'aurais dit La La Land, mais je suis pas sûr. Le Petit Nicolas. Quelle est la matinale qui a été diffusée sur 2 chaînes du groupe en simultané? Le Morning Live. Bonne réponse. En excluant des audiences sportives, quelle a été la meilleure audience historique de M6? Ce serait Love Story. Love Story, bonne réponse. Quelle marque détient-elle avec le groupe Vivendi? Je ne sais pas. RFM. Combien de chaînes jeunesse contient le groupe M6? 3. Bonne réponse. Quelle chaîne jeunesse, justement, a-t-elle racheté en 2019? Quelle chaîne au pluriel? Gulli, Gulli, TG et Canal J. Bonne réponse. Avant 2014, combien de chaînes M6 avaient en commun avec le groupe TF1? 2. 2, bonne réponse. Quelle est la plus vieille chaîne du groupe M6? M6. Mauvaise réponse.
C'était Paris Première. Alors que Paris Première est aujourd'hui sur le groupe M6, quel producteur a failli la racheter? Mmh, je ne sais pas. Claude Berda. Quel site média a-t-il acquis à la fin des années 2000? Je parle Heu, évidemment du groupe M6, hein. ouais, je crois que c'était est-ce que c'était pas Pure Meda? C'est Pure Média, effectivement, bonne réponse. Et enfin, dernière question, quel chroniqueur de Télématin a été une figure phare de M6 dans les années 90 avec Culture Pub? Christophe, ah zut et en plus j'ai quelqu'un qui est dans le chat qui va me tuer juste parce que j'ai oublié. Sibi, je dirais. Thomas Hervé. Ah zut! 4 minutes 02 et donc 10 bonnes réponses. Pour l'instant, c'est Max qui est en tête. Valentin, tu Banque, vas pardon. devoir faire mieux en 4 minutes 2. En 4 OK. minutes 2, tu vas devoir faire mieux et 11 bonnes Sur Jean-Luc réponses. Reichmann, l'ami des douze coups. Effectivement, en plus, tu as la voix qui va parfaitement avec. C'est parfait, ouais, ça va passer. Attention, est-ce que tu es prêt, Allez. Valentin? Tout repose sur toi. 3, 2, 1. Quel jeu télévisé quotidien Jean-Luc Reichmann est-il animateur depuis 2010? Les 12 coups de midi. Bonne réponse. Dans quelle ville Jean-Luc Reichmann est-il né? Toulouse. Mauvaise réponse. Fontainebleau. Combien de frères et sœurs a-t-il? 2. Bonne réponse. Avant la télévision, sur quel média Jean-Luc Reichmann a-t-il principalement fait carrière? La radio. Bonne réponse. Quel était son nom de scène à la radio? Je passe. Bouguichou. Quel symbole emblématique est au cœur de l'épreuve finale des 12 coups de midi? Une étoile. Bonne réponse. Dans combien de séries a-t-il été le héros principal? 2. Bonne réponse. Quel est Victor le Sauvage et record Maquis. mondial qu'il voilà. Quel est le record mondial qu'il détient avec son programme? Les Le 12 coups de record midi, mondial, hein, je parle. Émilien. Émilien, plus grand champion d'Europe, pas mondial. Précisément. Bah, il a dans son jeu, il a le plus grand, champion, en termes de gains. Voilà, le record mondial de gains, c'est ce que j'attendais. Bonne réponse. Quel grade Jean-Luc Reichmann incarne-t-il dans la série Léo Mattei, Brigade des mineurs? Quel grade? Quel grade? Lieutenant. Mauvaise réponse. Commandant. Quel Commandant. est le Allez, nom de go. la société de production fondée par Jean-Luc Reichmann pour ses séries? Je passe. Papillonnon. Sur quelle plateforme est diffusée cette série? Léo Mattei. TF1+. TF1+. Et quelle plateforme au pluriel, pardon? OK, TF1+ et Amazon Prime? Mauvaise réponse. TF1+ et Ah, Disney+. Disney. Quelle particularité Disney, OK. physique Jean-Luc Reichmann évoque-t-il régulièrement pour promouvoir l'acceptation de soi? Sa tache de naissance sur le nez? Bonne réponse. Quel animateur Jean-Luc Reichmann a-t-il remplacé avec Attention à la marche sur TF1? Quel animateur il a remplacé? Ah oui, Quel Philippe animateur Risoli, il a qui remplacé s'appelle sur Olivier lequel? Petri. Bonne réponse. Sur quelle radio a-t-il passé le plus de temps? RFM? Bonne réponse. Sur quelle chaîne a-t-il été le plus présent? TF1? Bonne réponse. Sur quelle chaîne Jean-Luc Reichmann avait-il proposé Attention à la marche avant TF1? France 2? Bonne réponse. Comment s'appelle l'émission qu'il a co-animée avec Karine Le Marchand sur France 2? Les Forges du désert? Bonne réponse. Comment s'appelait la série dont il était le narrateur? Bah, Victor Sauvage, que ça peut aller au Mattei à mon avis, je dirais Victor Sauvage. Mauvaise réponse. Tribunal. Quelle émission a-t-il failli présenter sur TF1 à l'été 2001? Été 2001, une émission, qu'est-ce qu'il y a eu à l'été 2001? Bah, Star Academy. Mauvaise réponse. Qui veut gagner des millions? Ah, En quelle année a-t-il commencé sur TF1?
Il a commencé en 2001. Mauvaise réponse, Oh. 1989. Oui, Ah, alors, je oui, précise, ok. 1989, il était sur Tribunal et Tribunal, c'était sur TF1, pour ça. Oui, oui, oui. Voilà. Alors, 3 minutes 39, donc tu as été le plus rapide. Et à votre avis, Max et Guillaume, combien a-t-il eu de bonnes réponses? 15? Mmh. Bah, je pense qu'à mon avis, il y a déjà plus 10. Tu m'as posé 20 questions, c'est Valentin, ça? Sur 20? 20 questions. Ouais. J'ai posé 20 questions à tout le monde. Attention, tu as fait 3:39, donc tu as été le plus rapide déjà, tu as déjà gagné au niveau du temps, si jamais tu es à égalité. Ok, c'est une bonne Valentin, nouvelle. sur 20 questions, tu as eu tu n'as pas eu 10 réponses. Oui, je Tu suis as eu suspendu à tes lèvres. 14 bonnes réponses. C'est donc Yeah. toi qui est le gagnant pour l'instant de ce jeu. Zema donc est 2e avec 4 minutes 02 et 10 bonnes réponses. Guillaume 3e, mais pas très loin, 5 minutes 14 et 10 bonnes réponses. Donc du coup, Valentin prend la tête de cette, compétition qui durera jusqu'à la fin de la saison. Pour savoir qui sera le grand gagnant. Suivez les autres prochains épisodes de Plus de Rétro. En tout cas, merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Plus de Rétro. Merci à toutes les personnes qui étaient sur l'événement, en tout cas sur Discord. Merci à vous d'avoir suivi sur Spotify de cet épisode de Plus de Rétro et sur les autres plateformes. Mais en tout cas, n'oubliez jamais que la télé ne reste que de la télé, mais en tout cas, elle nous fait vivre une histoire très, très passionnante. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, selon à l'heure à laquelle vous écoutez. Ciao, bye bye.